Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on ne va pas parler de marketing barbant ou de tâches administratives interminables. Pas du tout. En fait, l'optimisation d'un tunnel de conversion, ou funnel pour les intimes, ça ressemble plus à une véritable enquête policière. C'est hyper excitant. C'est le frisson de traquer exactement où votre chiffre d'affaires s'évapore mystérieusement alors que tout avait l'air parfait sur le papier. Alors, on met notre casquette d'inspecteur, car notre mission aujourd'hui est limpide. Trouver ces fameuses fuites d'argent dans la machine et les colmater une bonne fois pour toutes. Pour bien démarrer, mettons les choses au clair tout de suite. La philosophie ici est assez radicale. L'esthétique, on s'en fiche complètement. Le but n'est absolument pas de créer une page magnifique, d'ajouter des petites animations sympas ou simplement de faire joli. Pas du tout. L'unique objectif de tout ce qu'on va voir, c'est de localiser le point de rupture ultra précis de votre système. C'est une approche chirurgicale, presque impitoyable. On cherche la faille. Allez, voici comment on va procéder pour notre enquête en 5 étapes. D'abord, on va s'attaquer au mythe de l'entonnoir. Ensuite, la cartographie et la collecte de données. En 3, l'identification de la fuite. En 4, comment l'IA vient nous aider. Et on finira avec la sacro-sainte règle de l'itération. C'est parti, avec notre toute première étape, le mythe de l'entonnoir, ou pourquoi c'est toujours votre dernière hypothèse. C'est un piège redoutable et on le voit tout le temps. Face à un manque de vente, la réaction instinctive de la plupart des créateurs, c'est de paniquer et de se dire « ma landing page est nulle, faut que je refasse tout le site ». C'est une croyance hyper répandue, souvent dictée par le stress. Mais la réalité, elle, est brutale. L'optimisation du funnel, ça doit toujours être la toute dernière hypothèse à tester. Toujours. Blâmer votre page de vente en premier, c'est, dans 99% des cas, prendre le problème complètement à l'envers. Bah oui, parce qu'avant même de toucher à un seul mot sur une page, il y a des conditions non négociables. Est-ce que le trafic est assez important? Est-ce que votre offre est vraiment crédible et désirable pour le marché? Et surtout, est-ce que les gens qui arrivent sur votre site sont qualifiés? Si personne ne voit l'offre ou qu'elle n'intéresse personne, vous pouvez changer la couleur de vos boutons 100 fois, ça ne changera strictement rien. Il faut valider l'acquisition et l'offre avant même d'effleurer le mécanisme de conversion. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, la cartographie et la collecte. Parce qu'on ne peut pas enquêter sans preuve. Un bon détective commence toujours par baliser la scène de crime. Eh bien là c'est pareil, il faut cartographier le parcours de façon hyper visuelle. Prenez un tunnel classique de freelance par exemple. Ça commence par un post LinkedIn, ça mène à une landing page, puis un appel découverte, suivi d'une proposition commerciale et enfin le Graal, la signature. Posez cette séquence noir sur blanc, c'est exposer toute la route que prend votre prospect. Ça rend les choses super lisibles et impossibles à ignorer. Et une fois ce chemin tracé, attention, pas d'optimisation à l'aveugle. Dans ce domaine, les phrases qui commencent par « je pense que » ou « je sens que », ça ne vaut rien. Zéro. Chaque décision doit reposer sur des faits. Que ce soit avec Google Analytics, Hotjar ou même un bon vieux tableau Excel qu'on remplit à la main, la loi est dure, mais elle est juste. Les chiffres passent toujours avant vos opinions personnelles. Alors, de quels chiffres on parle exactement? C'est le moment de faire le bilan sanguin de votre business. Pour l'acquisition, on va regarder les visiteurs uniques et le coût par clic. Pour l'engagement, on check le temps passé sur la page et le taux de clic. Ensuite, étape considération. Combien de leads générés ou d'appels réservés. Et enfin, la conversion, le taux de closing et les paiements réels. Récolter ces données, c'est ce qui permet de comparer avec l'historique et de poser un diagnostic qui soit vraiment implacable. Troisième partie, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, identifier la fuite d'argent. On va chercher le fameux drop-off. Regardez un peu ça. L'analyse des données saute aux yeux. On remarque tout de suite cette chute vertigineuse. C'est presque violent. On passe brutalement de 1000 visiteurs à seulement 30 petits leads, pour finir par s'effondrer à 5 appels. Ce gouffre immense entre les 1000 curieux du départ et la poignée de personnes qui laissent son contact, bingo. C'est exactement là que notre enquête doit se focaliser. C'est ici que l'hémorragie est critique. Et le bilan final, il est sans appel. Un seul client à l'arrivée. Face à ce chiffre qui fait mal, on a très vite tendance à dire « Ah, le vendeur est mauvais, il ne s'est pas closé ». Sauf que, si on reprend les mathématiques de l'étape précédente, la preuve est là. Le vrai coupable se cache beaucoup plus tôt dans l'entonnoir. C'est l'incapacité à transformer ses visiteurs en leads qui plombe tout. Donc la leçon ici, elle est redoutable. La plus grosse déperdition, c'est votre priorité numéro 1. Un funnel s'affume massivement à un seul endroit bien précis, pas partout à la fois. Le secret absolu du succès, c'est de concentrer 100% de vos efforts sur cette unique brèche. Et oui, ça veut dire avoir le courage d'ignorer tout le reste du système temporairement. On ne se disperse pas. Bon, la fuite est localisée. Qu'est-ce qu'on a comme arme pour colmater tout ça? On a 4 grandes catégories d'actions. Ça commence par le copywriting, donc les mots, les accroches, les boutons d'appel à l'action. Ensuite, la structure, l'ordre de votre page. Puis l'UX et le design pour rendre ça super fluide, surtout sur mobile. Et enfin, la confiance, en ajoutant des avis ou des preuves sociales. Choisir le bon levier parmi ces 4, c'est la prochaine mission de notre enquêteur. Et pour ça, on passe à notre 4e partie,
l'optimisation avec un super assistant, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un vrai labo de police scientifique à disposition. Le contraste dans la division du travail est dingue. L'IA se tape le sale boulot, réécrire les pages, sortir des variantes pour les tests, créer la structure, rédiger les emails, bref, elle abat 80% de la charge lourde. Et l'humain, il garde les 20% restants. Mais attention, ce sont les 20% vitaux. Valider, publier, mesurer avec une rigueur absolue et surtout, garder la discipline du processus scientifique. Ce qui est vraiment bluffant ici, c'est comment l'IA peut challenger vos certitudes. D'un simple clic, elle vous génère des variantes diamétralement opposées pour un test AB. D'un côté, une promesse très agressive sur l'acquisition de clients pur et dur, de l'autre, un angle beaucoup plus prestige, axé sur le haut de gamme. Avoir ces options sous la main en quelques secondes, ça transforme complètement notre capacité à agir vite. Et on arrive enfin à notre 5e et dernière partie, la règle de l'itération. Mesurer, itérer, mais avec méthode. Écoutez bien, parce qu'ici on touche à la mécanique scientifique la plus pure. Il y a une règle d'or absolue à graver dans le marbre. Une hypothèse égale un changement égale une mesure. C'est la base. Si vous vous amusez à changer le titre, le prix et la couleur du bouton en même temps, c'est une erreur fatale. Comment vous allez savoir ce qui a vraiment influencé les gens ? C'est impossible. La rigueur exige de n'isoler qu'une seule variable à la fois, sinon vos données ne veulent plus rien dire. Autre contrainte majeure, et je sais que c'est difficile quand on est impatient, il faut laisser du temps au test. Un test sérieux, ça ne se juge pas en 2 heures sur un coup de tête. C'est minimum une semaine complète, ou du moins jusqu'à avoir un volume de données statistiquement probant. L'impatience, c'est votre pire ennemi ici. Arrêter un test trop tôt, c'est s'assurer de tirer des conclusions totalement fausses. Mais alors, vous allez me dire, on fait comment si on a très peu de trafic, genre quelques visiteurs par semaine ? Là, la réponse est simple. On oublie complètement les tests comparatifs complexes, vos statistiques ne voudraient absolument rien dire. L'alternative, c'est de passer au tout qualitatif. On fait des interviews approfondies, on pose des heatmaps pour voir où ça clique, et on récolte minutieusement le moindre retour client. Faut s'adapter à la réalité de son terrain. Bon, pour protéger tout ce beau système, voici vos garde-fous absolus. Les trucs à ne jamais faire. Ne jamais tenter d'optimiser sans trafic. Ne jamais prendre de décision sans données fiables. Ne jamais, au grand jamais, modifier plusieurs variables d'un coup. Et la règle suprême, ne jamais travailler sur votre funnel tant que votre offre de base n'est pas formellement validée. C'est votre filet de sécurité. Le point crucial pour boucler la boucle, c'est que l'optimisation n'a absolument rien à voir avec le sentimentalisme, l'ego ou le goût pour le joli design. C'est un changement total d'état d'esprit. On laisse ses émotions de côté et on embrasse une logique purement mathématique, rigoureuse et uniquement dictée par le comportement réel des gens sur le marché. Et pour clôturer cette analyse, je vous laisse avec cette question un peu provocatrice. Là, tout de suite, quel est le plus petit changement capable de transformer radicalement vos résultats ? Bien souvent, le succès ne demande pas de tout raser pour tout reconstruire. Il se cache juste derrière une petite fuite qu'il suffit de colmater avec précision. C'est peut-être le moment de passer vos systèmes au crible avec cette nouvelle approche, vous ne croyez pas ? Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui et surtout n'oubliez jamais, ce sont les chiffres qui guident l'enquête.